Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank aujourd'hui avec Jérôme Blanchet-Gravel. Les deux pieds sur le pouf, je le laisse aller. On va parler de plein de sujets intéressants et vous savez quoi? Le Québec est une société courageuse. Je voulais dire hashtag grands enjeux, mais j'ai eu un bug puis un petit lag. Ça venait pas dans ma bouche. Fait que j'ai fini la phrase autrement. Mais ça a été une belle semaine de grands enjeux, Jérôme. Je pense que tu t'es gâté un peu sur les réseaux sociaux. Oh oui, puis il y en avait encore ce matin, hein. Il y avait un article, je ne sais pas si tu l'as vu, Jérôme, dans le. Parce que Québécois sont devenus des spécialistes dans les grands enjeux quand même. On nous dit les sports motorisés sont plus mortels. Le plein air tue 138 personnes par an. Hey, le plein air. de 5 fois. Le plein air, ouais, c'est ça, les gens. Responsable de Ouais. un génocide de plaisanciers. Ouais. Aïe, aïe. Quand même, hier, un article du Devoir qui disait, qui nous avertit que l'éclipse pourrait rendre aveugle votre cellulaire, quand même. Là. Donc, OK. il faut faire attention de ne pas prendre des photos de l'éclipse avec son téléphone. Il faut, enfin, je pense qu'on nous dit qu'on peut prendre des photos, mais sans filtre. Parce que si on met un filtre disons, je sais pas, les filtres populaires sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Ouais. mais ça peut abîmer votre téléphone. Donc, la rétine de votre téléphone peut être irréversiblement endommagée. Donc, le Devoir qui nous avertit très sérieusement. Je ne sais pas si Brian Miles va faire un éditorial là-dessus, mais on attend ça avec impatience. Oui, c'est ça. On va sûrement avoir. Mais c'est clair qu'on va avoir un reportage là, la journée de l'éclipse. Probablement l'hélicoptère TVA qui va être là ou quelque chose comme ça. Raymond Filion qui regarde l'éclipse avec 3 paires de lunettes. Il y a sûrement quelque chose comme ça qui s'en vient. Là. Apparemment, la polémique a traversé du côté canadien et même peut-être américain. Donc, il faut le reconnaître, c'est pas une spécificité québécoise apparemment. Mais À toujours. ce degré-là, je pense C'est que oui. souvent amplifié au Québec. Toujours, je le répète, c'est-à-dire que non, les traits qu'on observe ne sont pas propres au Québec, mais sont toujours amplifiés de manière assez caricaturale au Québec. Ça a été vrai pour la pandémie, pour autre chose. Mais comme Niagara, vous l'avez vu, là, qui va déclarer l'état d'urgence. Donc, le prof Caron nous le rappellerait, la banalisation de l'état d'urgence, la normalisation de l'état d'urgence. C'est-à-dire, on est loin de la Deuxième Guerre mondiale, là. C'est pas le débarquement de Normandie, mais la ville va déclarer l'état d'urgence. Écoute, je ne sais pas si c'est dans votre émission que je donnais cet exemple-là, mais le couvre-feu à Kiev, quand était notre correspondant récemment là-bas, était à minuit. Là, puis nous, on avait un couvre-feu à 8 heures au Québec pendant la COVID. Le couvre-feu à Kiev, où ils reçoivent des bombes, est à 10 heures, je pense, ou 10 heures au minuit. Là. Donc, c'est parce que l'état d'urgence est souvent moins fort dans des pays en guerre que dans des sociétés comme le Québec. Donc, c'est vraiment, écoute, un délire incroyable. Là. Mais parlons-en justement, tant que tu fais une transition là-dessus, puisque depuis qu'on t'a reçu, vous avez publié sur Libre Média, mais en fait, c'est par la voix d'Alexis Brunet, il s'est entretenu avec un tireur d'élite Ben oui. ukrainien. Donc, l'article s'appelle Avec un tireur d'élite ukrainien de notre envoyé spécial, Alexis Brunet, portrait d'Alexei, tireur d'élite dans le Donbass. Quand même assez Oui, rock'n'roll. on a des beaux articles quand même. Disons qu'on ne lirait pas ça ailleurs. Là. Au Québec, c'est assez exotique comme sujet. Au Québec, c'est beaucoup évidemment des articles de l'AFP, l'Agence France-Presse, à laquelle on a recours une fois de temps en temps. Mm-hmm. Mais dans l'actualité, tout ça, les quelques magazines sont très centrés sur l'actualité québécoise, donc le top 100 là, des personnalités, tout ça. Donc, ça leur passerait pas nécessairement par la tête de faire quelque chose sur, je sais pas, les 100 personnes les plus influentes en Ukraine. Là, on verrait pas ça. Puis bon, c'est sûr que ça vendrait moins, on s'entend, là, dans le contexte d'ici. Mais non, les articles à l'international, franchement, Libre Média continue d'en offrir des des originaux. C'est original comme approche. Et on s'est fait un peu reprocher pour la confidence d'être
là, d'avoir eu un point de vue trop pro-ukrainien à travers les articles d'Alexis Brunet. C'est l'autonomie du journaliste aussi. Lui se rend sur place, parle avec des gens. C'est des Ukrainiens qui lui parlent. Pas nécessairement des gens du Donbass qui, eux, qui ont plus évidemment, un sentiment pro-russe. Donc, on a parlé des Ukrainiens de Kiev. Évidemment, les Ukrainiens de Kiev, eux, ils prennent pour l'Ukraine, en général. Donc, nous, on donne la parole vraiment aux deux camps. Ça fait pas mal de lire quelque chose que tu es d'accord ou pas. Là, non, mais c'est ça. Les médias, en passant, c'est le débat. On n'est pas là pour justement continuer perpétuer l'homogénéité du discours. Là. Nous, on fait vraiment le journalisme, puis on a donné la parole aux Russes, à des gens, à des Ukrainiens pro-russes, à des Ukrainiens. Ouais, c'est pas un. C'est parce que Ukraine-Russie, là, c'est pas un match Red Sox-Yankees. C'est une guerre. Là. C'est les si tu fais un travail journalistique, tu n'as pas à prendre pour. Ben non. Sérieux, je comprends pas. Ouais, mais là, c'est ça, vous êtes rendu que vous prenez pour l'Ukraine. Hey, c'est pas un match de baseball. Là. Non, c'est ça. Non, c'est un peu décevant, même de la part des fois de certains auditeurs, il faut le dire, de nos propres auditeurs dont on aimerait qu'ils fassent preuve de plus grande ouverture. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à cette partisanerie. Là. Quand vous invitez des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, vous avez même invité Frédéric Bérard, c'est ça? Mm-hmm. Donc, Oui. un effort assez soutenu pour recevoir. Oui, mais il y a des gens qui nous le reprochent aussi. Hein. Il faudrait inviter juste absolument. Il y a des gens qui nous reprochent de t'avoir aussi. Là. Il y avait des gens qui. Ça arrive. Ça arrive une fois de temps en temps là, que quelqu'un commente un truc du genre je vous aime bien, là, mais là, vous avez donné la parole. Tu vois, tantôt, tu disais que tu étais accusé d'être pro-ukrainien. Là, eux, c'est plutôt pro-russe. Ah, OK, bon. Faudrait se brancher. Là, le gars, ça me surprendrait qu'il est en même temps pro-russe et pro-Ukraine. C'est assez dur à avoir comme. Mais je serais bien les affaires Russia Boy, Mossad aussi. Récemment, on m'a dit agent du Mossad, Amérique latine. Je trouvais ça un peu particulier. Mais on est beaucoup de choses. C'est-à-dire, là, Libremédia, vous êtes vendus à l'OTAN. Et là, hier, c'était Russia Boy. Et là, avant-hier, du Mossad et quoi d'autre. Ouais. J'ai beaucoup plus Mexico Boy que ben des affaires aussi. Là, mais ça, on dirait que ça passe pas dans le. Je te verrais comme gars de cartel. Un gars de cartel, hein? Ouais, c'est ça. Ah oui, Afuera el gringo, comme on dit. Mais c'est. Oui, mais écoute, mais ça, il faut composer. C'est bon, ça. À la solde d'un cartel mexicain, il faudrait qu'ils partent le spin là, dans les pages de gauche, ça serait drôle. Oui, construire ta légende un peu plus. Parce que, en fait, ce qu'on comprend de tout ça, c'est que tu es excessivement riche. Parce qu'écoute, tu es payé par l'OTAN, le Mossad, ces gens-là, quand même, doivent donner un bon cachet. C'est quand même, un bon cachet qui doit rentrer. Je regarde un peu aussi les autres trucs qui ont été publiés sur Libre Média. Bon, je pense qu'il y a un texte de Héloïse Blois sur l'affaire Guillaume Lemaitre-Vierge, dont on n'a pas vraiment parlé beaucoup, nous, dans le podcast, parce que pour vrai, moi, je trouve que ça frisait un peu le ridicule, là, cette histoire-là. Là. Bon, c'est... Comment dirais-je? C'est un peu... tant ces justifications un peu boiteuses que la réaction hystérique d'un public... il y a une blague. On peut, on peut juger une blague, qu'elle soit de mauvais goût, de bon goût, tout ça, mais je comprends jamais l'ampleur que prend. Puis on dirait que l'humour est un peu un milieu dans les dernières années qui ne carbure qu'aux pseudo-controverses comme ça. Rappelez-vous les pubs de Martin et Matt où il était déguisé en obèse dans un maxi. Et là, toutes les fois qu'on entend parler d'un humoriste ou d'un comédien, c'est toujours relié à une pseudo-controverse entièrement gonflée artificiellement. Il y a un effet de village aussi. Là, il y a un effet de village là-dedans. Là, bon, nos vedettes, l'écosystème médiatique des vedettes. Là, puis bon, n'oubliez pas à quel point les magazines comme 7 jours restent populaires au Québec. Là, c'est les premiers à voir dans les présentoirs à l'épicerie. Donc, évidemment, Guillaume Lemaitre-Vierge, qui est une des étoiles de cette constellation, là, de cet écosystème un peu artificiel, malgré tout. Là. Ouais. Et qui se fait évidemment exclure, canceller. Moi, j'ai trouvé honnêtement qu'il avait de l'air
c'était épais, là, humour très, très douteux, mais très maladroit. Puis tu te dis vraiment, le gars, c'est pas un prix Nobel de littérature. Là, franchement, ça serait dur de dire le contraire. Mais est-ce qu'il mérite le sort qu'on lui réserve? Ça, c'est la question que Kelo pose. Elle pense que non. Elle pense que le backlash est au-delà, finalement, de ce que mérite la polémique, parce que je pense pas que Guillaume le Métis-Vierge soit raciste non plus fondamentalement. Maladroit et pas un prix Nobel. Je pense que ça s'applique plus à lui que raciste d'extrême droite, à tout ce que vous entendez. Par contre, la thèse selon laquelle c'est un peu une vengeance. Enfin, on a sauté sur l'occasion pour se venger, évidemment, de ses prises de position là, sur la vaccination. C'était pas tout à fait non plus cohérente. C'est-à-dire, bon, il disait qu'il attendait un vaccin québécois, bon, une espèce de nationalisme vaccinal un peu bidon. Là. Un peu comme si à Cuba, il attendait le vaccin cubain. Est-ce qu'il faut se vacciner 100% québécois? C'est l'excuse qu'il avait sortie, vous vous rappelez. Mais il y a des comptes, il y a des gens dans le petit milieu médiatique des vedettes là, qui en ont sans doute profité pour régler leur compte avec lui. Puis si vous vous rappelez, il est monté sur la scène là, durant, je sais pas, les Gémeaux, un truc comme ça. Là. Mais ça n'avait pas plu à Louis Morissette, qui lui tire les ficelles avec sa femme. C'est extrêmement consanguin, évidemment, ce milieu-là. Là. Oh, ouais. Puis, tu sais, pour vrai, là, je veux dire, on dirait qu'aujourd'hui, les blagues de mauvais goût, les commentaires un peu déplacés, ce genre de choses-là, c'est maintenant socialement puni davantage que d'être un voleur, un menteur, un arnaqueur. Tu sais, je veux dire, on s'entend pour dire que c'est exagéré, là. C'est ça. Moi, je trouve ça purement exagéré. Mané, tu trouves ça pas 2 drôle au pire, tu semaines passes ton de tour. Là. réaction. Je veux dire, moi, je trouve. C'est sûr, moi, comme je vous le répète, c'était pas une blague, c'était maladroit, déplacé et vraiment douteux. Là. On se questionne quand même sur le jugement du personnage, mais... Oh, oui, mais tu sais, il y a quand même des humoristes et des personnes qu'à un moment donné, ils ont parti des trucs genre le monologue du vagin, des affaires de même. Moi, personnellement, je trouve ça de mauvais goût, puis pas super drôle, mais est-ce que je veux canceller ces gens-là, les faire... Non, puis que celui qui n'a jamais pêché lance la première pierre. Ben, c'est ça. C'est très puritain, tout le monde est plus vertueux que les autres. Qu'est-ce qu'ils font en coulisses, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont plus purs que Guillaume le Métis-Vierge? Et j'en doute fortement. Là, donc, Absolument. Écoute, un moment quand même toujours un peu charnière pour les médias, c'est les caricatures de Flegg. Celle-là est quand même assez délicieuse, encore une fois. C'est une des meilleures de l'année, ça. Ah, pour vrai, c'est malade. Le Québécois d'hier à aujourd'hui. Et là, on voit. Je pourrais l'encadrer chez nous. Elle fera partie du calendrier 2025, c'est sûr. Ah, c'est magique. Et là, on voit le coureur des bois avec un chapeau de castor, le fusil, la hache dans les mains, qu'il y a des loups lui courent après. Et il y a quand même le sourire. Et juste à côté, on voit un ombre derrière une porte avec des yeux apeurés. Et on voit l'éclipse derrière la. Je ne sais pas si en caricature, on a le droit de regarder l'éclipse ou je suis en train de me brûler la rétine en le faisant. Là. Mais c'est ça. Le génie de Flegg, encore une fois. Non, c'est fort. C'est vraiment fort. Très content de celle-là. Ouais, Flegg est un... contributeur, un collaborateur central à Libremédia. Oui, j'ai vu aussi que vous avez publié sur Libremédia un article sur un truc dont j'avais parlé dans une chronique, je pense, avec Moret aussi, sur la ville de Toronto, qui la mairesse de Toronto, qui, dans sa grande sagesse et dans sa grande mesure, envisage de taxer la pluie. Donc, et ça, je pense, c'est un article originellement qui était sorti dans le Toronto Sun. En tout cas, je pense ont été les premiers à sortir cette nouvelle-là, puis vous l'avez repris aussi. C'est dans un éditorial qu'on apprenait ça. Ouais. Il n'y a pas eu d'article de presse, vraiment, peut-être que depuis, il y en a eu, mais donc la ville de Toronto qui va créer une nouvelle taxe en fonction de la superficie de votre terrain, mais de la superficie finalement plane, c'est-à-dire où la pluie ne pénètre pas. Donc, si vous avez, par exemple, 50 mètres carrés de toit, vous allez taxer sur 50 mètres carrés de toit et sur, par exemple, 20 mètres carrés d'asphalte, votre stationnement. Donc, une nouvelle taxe, vraiment une taxe sur la pluie. Donc, il faut s'arranger pour que la pluie, dans le fond, soit comme absorbée par le terrain ou un toit vert. Ou, les maisons éponges.
Oui, et puis j'avais fait des recherches avant de faire ma chronique là-dessus. Sans surprise, vous ne serez pas surpris que cette idée-là origine de quelque part en Europe. Vous pouvez aisément deviner où. Je pense que les premiers à avoir adopté ça, c'est la commune de Douai en France. Et j'avais retrouvé la communiqué de la commune sur leur site web où ils incitaient les citoyens à utiliser des bassins, des genres de bacs de rétention pour récolter l'eau de pluie afin de se soustraire à cette nouvelle taxe-là. Donc là, il y avait des gens qui passaient chez vous, regardaient vos. Et là, tu es comme, OK, vous avez récolté 50 litres d'eau de pluie. On va vous soustraire 20 et 32 euros sur la facture d'eau de pluie. Mais tu sais, tout ça paraît très fou, très. En fait, si on On n'avait va pas. payer du monde pour gérer ça. Mais personne. Le pire dans tout ça, puis je sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais c'est une discussion que j'ai souvent avec des amis. Des fois, je leur arrive avec des choses comme ça et les gens ne nous croient plus. Les gens pensent qu'on invente les trucs d'actualité. Tu sais, même récemment, je disais à parler avec quelqu'un, je disais, tu savais-tu qu'ils vont refaire pour à peu près 1 milliard de dollars le toit du stade olympique? Et la personne ne me croyait pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés complètement de l'actualité au Québec, ne lisent ni les journaux. Tout ce qu'ils voient, c'est peut-être un push Apple News sur leur téléphone ou ce genre de choses-là. Pour le reste, ils en sont complètement déconnectés. Et quand tu leur arrives avec des choses comme ça, écoute, la ville de Toronto, ça s'est. Puis là, des gens nous écrivaient, ça se fait aussi dans certaines villes du Québec, mais pour le commercial. Donc, si vous avez une entreprise, puis vous avez un très grand parking, on vous charge parce qu'apparemment, l'eau de pluie ne peut pas pénétrer le sol. Donc, vous avez un frais de stationnement ils appellent ça la taxe sur les surfaces imperméables. C'est Et ça, là, oui, ça ressemble à ça. Bon, mais ce qu'on dit pas ou ce qu'on dit moins, c'est que ça vise à ménager apparemment les infrastructures de les égouts. Toronto. Ouais, les égouts. Donc, tu sais, bon, on dit que c'est pour la planète. Est-ce que c'est pour les égouts ou pour la planète? Est-ce qu'ils sont débordés? Bon, il y a toujours un aspect un peu utilitaire là-dedans. Mais chose certaine, ça vient s'ajouter à, je dirais, une panoplie de taxes. Tu sais, c'est parce que Non, si c'est vous de la voulez folie. qu'il reste de l'argent dans les coffres de l'État, tu sais, pouvez-vous vous concentrer, disons, sur quelques taxes essentielles et au lieu de créer des programmes, d'engager plus de monde constamment, tu sais, essayer de justement l'assainissement, pas juste des eaux, mais l'assainissement des finances publiques. Tu sais, garder l'essentiel, un truc efficace, des gens que vous avez embauchés, ils servent vraiment à quelque chose, puis garder plus d'argent aussi dans vos poches en créant moins de programmes inutiles, puis peut-être que tu sais, ça va marcher un peu mieux. Ben, peut-être que si on taxe pas la pluie qui tombe du ciel, peut-être que Justin Trudeau n'est pas obligé de faire des sandwichs aux enfants dans les écoles aussi. Là. Et je t'ai entendu parler de ça cette semaine aussi. Là, on tombe dans le ridicule. Là. Le gouvernement fait. Aussi, vous comprenez le message que ça envoie? Quand les parents, votre enfant ne mange plus chez vous, mais à l'école, c'est le gouvernement qui fait manger votre enfant. Donc, imaginez le message que lui reçoit. C'est-à-dire, s'il y a un rôle qui est fondamental pour un parent, je ne pense pas inventer quelque chose, c'est bien de faire manger son enfant. Puis après ça, je peux bien comprendre que c'est un certain nombre d'irresponsables qui oublient carrément ça. Je lisais sur les réseaux des gens disaient ouais, mais il y a des gens qui vont s'acheter des cigarettes à la place de. Ben Même oui, si mais il y a la protection de la jeunesse pour ça. Là, bon, c'est sûr qu'il y a toujours une espèce de 1% d'irresponsables là, avec qui on ne peut rien faire. Mais imaginez, là, c'est le gouvernement qui nourrit vos enfants. Donc, quel message il reçoit l'enfant? C'est-à-dire, lui, sa relation, c'est avec le gouvernement. C'est profond, cette affaire-là. Là. Au point de vue de la déresponsabilisation, je veux dire, c'est pas la mère qui nourrit l'enfant le matin, c'est le gouvernement. Je ne le répéterai pas 50 fois, là, mais c'est quand même assez particulier. Là. Est-ce que vous vous rappelez à l'époque, un des éléments qui avait extrêmement nui à Bernard Landry quand il était premier ministre du Québec pour sa réélection? Tout le monde pensait le débat, tout ça, mais il y avait une déclaration qu'il avait faite. Parce que l'histoire des lunchs à l'école, là, gérée par l'État, là, ça fait longtemps que des gens de gauche poussent là-dessus. Et on lui avait posé la question, et Bernard Landry avait dit s'il y a des cervelles d'oiseaux pas capables de nourrir leur enfant,
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Puis il avait comme renchéri suite à la question, il avait dit, écoutez, même les oiseaux nourrissent leurs oisillons. C'est-à-dire que même un être... Il avait tellement raison en disant ça. Là. Même un être avec aucune intelligence émotionnelle, développée. Il y a un oiseau, je veux dire, ça ne produit pas de culture, ça n'a pas d'art, ils n'ont pas envoyé de fusée sur Mars. Je veux dire, un oiseau, si c'est un animal basic, comme il y en a comme pas un, ben même l'oiseau le plus laid et le plus malhabile nourrit ses oisillons. Je veux dire, si vous êtes un parent incapable... Et Landry avait mangé une méchante volée de bois vert pour avoir dit cette pure vérité-là. Là. Je m'en rappelais pas. Mais c'est un bon exemple. Écoute, ben, c'est une belle image. Donc, c'est pas au gouvernement fédéral en plus, un palier qui est encore plus éloigné du quotidien des gens. Ben, pas nécessairement, là, mais c'est-à-dire que le Canada est aussi censé être une fédération, là, puis de moins en moins. Ah, mais il y a beaucoup d'intrusions dernièrement de Justin Trudeau. Là. Les États-Unis sont beaucoup plus décentralisés. Donc, je ne sais pas c'est quoi le trip là, de Trudeau en fin de mandat, mais il faudrait peut-être qu'il se rappelle une fois de temps en temps que le Canada est une fédération. Ça n'a pas l'air d'être bien intégré parce que une fédération, c'est un ensemble où les États ont une autonomie véritable qui va au-delà de celle qui, tant qu'à moi, celle qu'ils ont actuellement. On prenait des photos sur des télés pixelisées à l'époque. Une remarque de Bernard Landry choque certains groupes sociaux. Le 19 février 2003, ça fait 22 ans, 21 ans. Vendredi dernier, M. Landry a déclaré à huis clos « Si les oiseaux, avec la cervelle qu'ils ont, nourrissent leurs enfants le matin, comment se fait-il qu'il y a encore des gens qui ne nourrissent pas leurs enfants? » C'est criant de vérité. Non, puis c'est se déresponsabiliser encore une fois. Puis ça va être quoi la prochaine chose, le prochain domaine que va occuper le fédéral ou le provincial dans la vie des gens? Est-ce qu'il va falloir faire un programme de natation fédéral? Puis bon, ce n'est plus aux parents d'aller au cours de natation. Le gouvernement va s'en charger. Le gouvernement va se charger de quoi? Là, d'acheter des couchettes uniformes 100% approuvées, sécuritaires. Qu'est-ce qu'on peut Le gouvernement achète des tampons aux hommes, là, à un moment donné. Oui, la déminage trans aussi en Ukraine. Oui. Mais donne-leur pas d'idée. Puis que les gens s'occupent de leurs enfants, qu'il y ait plus d'argent dans leur poche pour le faire, et tout simplement, c'est pas bien compliqué. Ah non, puis il y a des parents, ça a l'air, ils ne changent pas les couches assez souvent de leur enfant. On pourrait créer un programme au fédéral, là, envoyer un fonctionnaire dans chaque maison, laver les fesses, mettre un petit peu de zinc. D'un coup, qu'il y a des parents qui le font pas assez. Fait qu'il faudrait peut-être faire un petit programme là-dessus. Écoute, un DPJ, ça fonctionne. Par exemple, si vous voulez adopter un enfant québécois là, au Québec, vous devez, par exemple, avoir un nombre minimal de pieds carrés pour sa chambre. Il faut avoir une fenêtre de telle dimension minimale pour sa chambre. Et vous devez vraiment vous conformer à toutes sortes de paramètres millimétriques, là, carrément. Donc, si vous êtes un bon parent, dans le fond, ça compte pas tant que ça. Là. Ce qui est important surtout... C'est ce qui est mesurable, vérifiable par un fonctionnaire. On est vraiment... L'État, quand même, est allé trop loin dans une espèce de quadrillage de la société. Ça donne toutes sortes de situations ridicules. Des folies, là. Et je ne suis pas sûr que ça aide les gens au quotidien. Là. Enfin, on sait au Québec ce que ça a donné comme genre de société ultra aseptisée. Mais pour ces enfants-là, par exemple, tu as un certain nombre de familles d'accueil au Québec qui ne peuvent pas adopter parce qu'elles n'ont pas, elles manquent, il y a 3 cm de pieds carrés qui manquent dans la chambre où ils pourraient accueillir l'enfant. C'est ça la fonction publique partout. Là. C'est parce que là, on parle carrément de drame humain là, aussi. Oh oui, je suis absolument d'accord. Écoute, Jérôme, je vais me mettre dans le grand carré parce que je vais mettre ton livre à l'écran parce qu'il est redevenu vraiment d'actualité, je pense. A-t-il vraiment cessé de l'être? Ça, c'est une autre question, mais je pense que c'est vraiment redevenu d'actualité. C'est ce bouquin-là que tu as publié en 2015. Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse de l'écologisme. Et de manière un peu prophétique, tu vois, tu avais déjà mis l'arc-en-ciel
dans le dans, dans l'écran qui était quand même Bien allé, oui. ouais, c'est quand même un petit peu prophétique, tout ça. Donc, c'est un livre que tu as publié en 2015. Et là, dans les dernières semaines, la dernière année, puis c'était quelque chose qui était facile un peu à prévoir, à prophétiser, là. La fin de la pandémie a marqué une accélération des thématiques écologistes. On sent que clairement, il y en a qui veulent faire en fait, ils veulent passer littéralement de l'urgence sanitaire à l'urgence planétaire, là, grosso modo, là. C'est un peu Oui. ça. Et pour vrai, dans ton bouquin que tu m'avais gentiment offert, il y a des trucs là-dedans qui ont absolument pas vieilli, qui rejoignent beaucoup à l'époque, on ne se connaissait pas du tout, là, mais qui rejoignent beaucoup de thèmes dont j'ai déjà aussi parlé, là. Entre autres, tu parles le début du chapitre 1 commence comme ça. Je vais lire la citation parce que je la trouve assez savoureuse. Tu dis: l'arrivée sur la scène politique d'un mouvement écologiste ouvertement hostile aux idéaux de la civilisation occidentale nous oblige à nous questionner sur la validité actuelle du clivage gauche-droite. En renonçant globalement à l'humanisme qui place l'émancipation humaine au premier plan, et ce, souvent au détriment de l'environnement, l'écologisme entend renouer avec une conception païenne de l'univers qui fait des hommes de simples éléments naturels parmi tant d'autres. La crise existentielle dont est victime la société moderne s'accompagne d'une humilité nouvelle devant la création. Les rêves prométhéens s'essoufflent au profit d'un enracinement qui vient contrebalancer les effets destructeurs du désenchantement du monde. Aïe, aïe. Écoute, mais on est encore là. C'est écrit ça. Mais pour vrai, le refus de l'humanisme, l'humain qui est devenu un parasite sur Terre. Je veux dire, les derniers articles qu'on nous a pondus dans les derniers jours, c'est cette femme qui n'a jamais acheté de meubles en 70 ans, ce citoyen modèle qui ne s'est pas lavé depuis 3 semaines, un autre qui fabrique ça. Là, il y avait même, on a fait l'apologie d'un couple qui fabriquait leur moutarde. Je ne sais pas, là, comme projet. Je sais pas, tu sais, comme j'ai déjà dit, si ça vous amuse, ça vous rend heureux, puis c'est un projet personnel. Moi, maintenant, dans la vie, je fabrique ma propre moutarde, j'ai pas de problème avec ça. Mais de nous proposer ces gens-là comme un espèce de modèle à suivre, c'est comme je sais pas, c'est Pierre Rabhi all over the place. C'est quand même assez, succulent comme dérive, là. Surtout que ça vient en plus d'un média qui vend des téléphones, qui vend des abonnements Internet, qui vend des billets de spectacle, qui organise des matchs je sais pas, il y a comme quelque chose là-dedans qui est délirant. Oui, je ne comprends pas le choix des Québécois, le choix éditorial puis le modèle d'affaires dans tout ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Qui a pris la décision de dire on va initier cette série de portraits? Je comprends pas. Du point de vue du modèle d'affaires, le livre, on pourra en parler longtemps. C'est un livre qui est complexe aussi. Apocalypse, paganisme, effectivement, ce refus de l'humanisme judéo-chrétien centré sur l'homme. Vraiment, la culture chrétienne, c'est très éloigné de la nature par rapport aux anciennes religions. C'est vraiment le monothéisme qui a amené, disons, une vision du monde plus centrée sur l'homme et moins sur la nature. On sait, les Amérindiens, les païens étaient beaucoup plus centrés sur la nature. Là, comment dire? Ben, t'en parles même dans le livre, c'est vers la fin, entre autres, un passage sur les animaux, entre autres, c'est la nouvelle mouvance écologique, finalement, les animaux sont presque, tu dis, c'est le nouveau prolétariat. Là, c'est comme les animaux sont opprimés par l'homme, tout ça, mais dans une perspective, mettons, plus traditionnelle de quelqu'un comme moi. Moi, je veux dire, les animaux, je veux pas les faire souffrir, je veux pas leur faire de mal inutilement, mais pour moi, ils sont là. Comment je pourrais dire? Moi, les animaux, je les mange. Non, mais pour vrai, oui. C'est-à-dire que moi, pour moi, non, mais moi, pour moi, je ferais l'humain est au centre de ma préoccupation. Moi, je n'accepterais pas que des gens soient dénutris au nom de principes que, je sais pas moi, le cochon a la même valeur humaine a la même valeur morale qu'un être humain. Je veux dire, pour moi, c'est une façon de penser qui est complètement étranger à comment je suis. Mais il y a des gens qui sont là-dedans, là. Ouais, mais là, t'as juste à manger des lentilles, un cochon, l'antispécisme, tout ça, pour moi, c'est un racisme envers les animaux. Donc, ils ont poussé très loin. Le prolétariat
Ce n'est plus les ouvriers. Après, bon, ça a été évidemment les grands opprimés, ça a été les minorités culturelles. Et là, aujourd'hui, ce serait des animaux dans la perspective de certains. Donc là, c'est comme c'est vraiment le nouveau prolétariat à libérer. Là. Donc, les cochons d'élevage, c'est le nouveau lumpen prolétariat à délivrer des forces capitalistes occidentales et non occidentales. Ça, c'est vraiment un délire incroyable de l'antispécisme. Après, c'est vrai que l'élevage industriel, c'est pas idéal. On mange beaucoup d'aliments transformés au Québec en particulier. Je reviens du Mexique, c'est vrai. Là, tu peux être dans un steakhouse, puis puis le bœuf est dans la cour. Là. C'est vraiment le bœuf est dans la cour. Donc, c'est vrai quand même que on mange beaucoup transformé. J'aimerais ça manger seulement des poulets qui ont bénéficié d'un espace considérable. Le poulet serait meilleur, c'est vrai. Ouais, il serait plus cher aussi. Mais il serait beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça. Mais c'est sûr, il y a des problèmes aussi qui sont difficiles à régler. Donc, juste dire, c'est parce qu'il y a des gens à l'audio, l'article que Yann t'a fait apparaître à l'écran, pour moi, c'est symptomatique de ça. Il y a des gens, est-ce que vous réalisez qu'en 2024, il y a des gens qui font des menaces de s'en prendre à la vie d'élus parce qu'on va abattre des cerfs? Il y a des gens qui, dans leur radicalité, sont rendus là. Je ne dis pas que c'est tous des militants. Il y a peut-être des gens déséquilibrés mentalement au travers de ça. J'en sais rien. Mais pas des synonymes, ça? Puis, on a vu aussi à l'usine Nordvolt des gens qui allaient mettre des tapis de clous puis des cloués dans des arbres pour protéger... Ils clouaient des clous dans les arbres pour protéger la nature. C'est quand même assez capoté là, comme manière de protester. Mais on est dans ce genre de dérive-là, de dérive un peu néo-païenne, là, où l'humain est un parasite sur Terre. Ce qu'il faut, c'est que l'humain débarrasse, finalement. Si l'humanité pouvait débarrasser, ce serait quand même un peu mieux, finalement. On l'a vu l'année passée aussi avec le discours qui commence à se normaliser sur le fait de ne plus faire d'enfants. Tu te rappelles l'arrondissement montréalais qui a envoyé un genre de dépliant en disant comment on fait baisser notre empreinte carbone, puis dessus, tu avais genre faire un enfant de moins. Ben on voit, c'est ça. On n'est plus dans l'humanisme traditionnel, là, ou dans l'humanisme tout court, qui est né avec ce désenchantement du monde. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde enchanté où les gens croyaient dans... Le religieux est omniprésent dans les arbres. Bon, c'est ce qu'on appelle l'immanence là, en sciences des religions. Donc, c'était le sacré dans le monde. Avec le judaïsme, ensuite le christianisme et l'islam, on a dit le sacré est au-delà. Là. C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est l'homme, mais le sacré n'est pas nécessairement dans le monde. Là. Il est dans le monde, mais il n'est pas, disons, dans une multitude d'objets naturels. Il n'est pas dans les arbres, le sacré. C'est pas là que tu vas le trouver, c'est dans le cœur de l'homme, c'est dans le cœur de Dieu. Enfin, je ne sais pas s'il y a une notion de cœur de Dieu, là. Mais vous voyez un peu, c'est dans cette relation entre l'homme et Dieu, et non entre l'homme et son environnement naturel. Les rivières n'étaient plus sacrées, là, n'étaient plus sacrées vraiment. Donc, ça a été beaucoup reproché. Les écologistes radicaux le reprochent beaucoup aux chrétiens, là, au monothéisme, d'avoir opéré cette transition-là. Mais c'est très important en histoire des idées. Le passage entre les religions païennes et le judaïsme et le christianisme, c'est vraiment une rupture, c'est un truc révolutionnaire dans l'histoire du monde. Là. Donc, on est passé d'une société très religieuse à une société encore religieuse, mais beaucoup moins, dans le fond. Là, et dans le fond, c'est ce qui fait dire à des gens comme Marcel Gauchet que le christianisme est la religion, finalement, de la sortie de la religion. C'est-à-dire c'est le christianisme qui a amené une laïcisation progressive de la société. C'est très, très paradoxal parce que les chrétiens avaient un esprit plus rationaliste, malgré tout, que les païens. Puis là, les païens, c'est extrêmement large, mais c'est vrai. Puis oui, quand tu vas dans l'animisme où là, tu sais, tout est quelque chose, tout est enchanté, tout est un peu magique. C'est ça, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Mais moi, c'est une j'en avais parlé aussi dans mon livre, c'est des thématiques qui rejoignent. Pour moi, le grand paradoxe, c'est que ces gens-là continuent à se déclarer des progressistes alors qu'ils sont dans un genre de retour à la Terre. Dans un. Ben, comme je dis, très réactionnaire, très conservateur. C'est très, très réactionnaire comme mentalité. Là. C'est une autre l'humain est un parasite, je veux dire.
ils sont de certaine façon des ultra-conservateurs. Donc, quand je dis néo-amish, un peu pour rigoler, c'est quand même vrai. Donc, si votre projet, c'est de revenir à la Terre, c'est de rejeter la modernité, rejeter l'humanisme, qui, pour vous, est allé trop loin, rejeter l'industrialisation, parce que, l'industrialisation, c'est des produits transformés, OGM, tout ça, puis de rejeter en bloc même la 5G, n'importe quoi, là, c'est sûr, vous n'êtes pas dans une démarche progressiste. Vous avez le droit d'avoir cette démarche-là, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Là. C'est-à-dire, vous n'êtes plus vraiment dans un paradigme progressiste. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, moi je les appelle les grano-réactionnaires, qui ont été très contestataires et qui se sont opposés massivement ou discrètement aux mesures sanitaires. Hein. Donc, il y a un paquet quand même de gens qui sont restés cohérents avec ça. C'est-à-dire des gens on pourrait penser de gauche, mais qui sont, disons, des hippies. Moi, j'en rencontre beaucoup au Mexique de ces gens-là, des gens qui ont une tendance un peu hippie et qui, évidemment, sont en rupture depuis la pandémie avec le gouvernement parce qu'ils sont cohérents avec ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, si vous mangez bio, c'est sûr que le vaccin n'est pas bio. Là, vous ne pouvez pas faire 57 de vaccin. C'est pas bio. Ça, c'était le mythe que tous les antivax étaient de droite. Moi, ce qui me fascine beaucoup, c'est que là... regarde, tu vois, c'est un mythe à déboulonner, ça, tu vois. Parce que quand on était dedans, on voyait la mouvance un peu anti-vax conspi. Prenez le mot que vous voulez. Là. Puis c'était flagué droite. Puis extrême il y a droite, des individus là-dedans qu'on connaissait d'avant, puis tout ça, mais c'est surtout après. D'un coup, tout est terminé. Là, tu vois chacun rentrer un peu dans ses rangs idéologiques habituels. Ouais. Tu vois une tonne de caribous. Et ça, c'était des gens qui étaient dans la meute, se sont ramassés dans le mouvement anti-vaccin éventuellement. Des caribous, conspirationnistes. Il y en a. La gang de la meute, puis toutes ces affaires-là, se sont ramassés dans les farfadets, grosso modo. Ok, ouais, je les ai oubliés, eux autres. C'était vraiment ce gang-là. Après ça, là, tu vois tout ce que tu viens de décrire, les granos-là, là, très gauchistes. Ouais, eux autres sont retournés à l'homéopathie. Gauche, comme je dis, c'est une gauche... hippie, là, la vraie gauche hippie. C'est pas la gauche transgenriste. Mais c'est pas la gauche caviar. C'est des gens qui avaient peut-être une sensibilité sociale et communautaire qui pouvaient rejoindre effectivement la gauche. Puis évidemment, il y avait une droite là-dedans. Fait que t'es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis, regardez, là, on déconstruit le mouvement conspirationniste, chacun rentre dans ses terres, la pandémie est finie, tout ça. Et tu vois les militants rentrer dans les rangs péquistes, les militants rentrer dans les rangs QS, les militants rentrer dans les rangs du PCQ. Et la constante est de dire que c'était tous des gens de droite. Moi, c'est fascinant, ce bout-là. Je trouve ça vraiment fascinant. Je pense d'ailleurs que Jérôme, toi qui as lu l'œuvre de Catherine Dorion, c'est quasiment ça qu'elle dit à un moment donné. Là, en tout cas, je me fie à ce que tu m'en avais rapporté. C'est que vers la fin du bouquin, là, en gros, là, elle revient sur l'histoire de la crise sanitaire. Puis en gros, ce qu'on comprend, c'est que dans sa tête, elle était pas mal anti-mesure, mais bon, ne voulait pas trop le faire. Puis, oui, elle a avoué ça. Ouais. C'est un passage intéressant de son livre. Qui est très psychologisant, pour en parler longtemps là, de son livre, qui est vraiment centré sur elle. C'est parce que tu fasses des crises local électoral, c'est pas un sujet. Ton lecteur n'est pas ton psy, Catherine Dorion, en passant. C'est pas de même que ça marche. Puis, trouve-toi une cause politique parce que tu n'en as pas actuellement. Petit message comme ça. Mais c'est ça. On apprend qu'elle aurait aimé ça, aller jouer du tam-tam avec les manifestants anti-mesure. Puis c'est vrai, à Ottawa, il y avait des Autochtones, il y avait toutes sortes de gens. Oui. C'était très loin de se limiter à l'extrême droite, entre guillemets. Une extrême droite qui n'existe pratiquement pas au Canada comme tradition politique. Bon, peut-être les orangistes, tout ça à l'époque. Mais il n'y a pas vraiment d'extrême droite institutionnalisée, organisée au Canada. Là. Ça reste des groupuscules. Au Québec, il n'y a pas d'extrême droite. Là, si Éric Duhem est une extrême droite, Éric Duhem, son parti serait de droite libérale en Europe. Là, c'est pas c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec les mouvements d'extrême droite. Justement, il y en a des néo-païens aussi. Là, Bref, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, Yann. On a analysé ça de manière tout à fait manichéenne et enfantine, encore une fois, sans être capable de. Il y aurait pu y avoir dans un journal digne de ce nom, un graphique avec des bulles. Qu'est-ce que la mouvance conspirationniste? Bon, vous avez des granos, vous avez les ex-identitaires. On aurait pu voir ça au Figaro. C'est le genre d'affaires que le Figaro est capable de faire. Nous, au Québec, ça a été les touristes Tata,
Johnny Grosbras qui s'est tatoué à Cancun. Moi, je respecte pas les mesures. Bon, OK, on le prend en photo. Le gars est en maillot. C'est bon. Ça a été du Halo Police, comme d'habitude, là, des portraits de personnes caricaturales ou qu'on caricature, en fait. Exactement. Oui, avec un peu le paradoxe aussi dans les derniers temps que je trouve assez évident. Là, on reproche toujours, par exemple, à Poiliev, c'est moins vrai parce que c'est quand même assez rare qu'il ramène ça. Là, mais on va toujours dire Éric Duhem, lui, il est tout le temps stické sur la pandémie, ou même toi, Jérôme. Là, il faut ramener toujours la pandémie. Mais hier encore, je lisais un article dans Le Soleil qui est un article un peu bidon pour s'attaquer au Parti conservateur du Québec, où on disait, là, on a des nouvelles d'une madame, elle a été bénévole pour le PCQ en 2021. Elle aurait comme falsifié un passeport vaccinal ou je sais pas quoi. Puis là, tu avais un long article là-dessus dans Le Soleil. Puis j'étais comme, mais vous autres, vous n'êtes pas stickés pantoute sur la pandémie. Ils ramènent toujours les mêmes affaires aussitôt qu'ils le peuvent. Même dans le classement du magazine de l'actualité, quand tu arrives à la... Mais là, les péquistes, on peut-tu dire qu'ils nous ramènent Parizeau sans arrêt aussi? Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, le truc de l'actualité, là, quand tu arrives à la. Éric Duhem, il est là, dans le palmarès là, des personnalités les plus influentes, là, genre 60, quelques, j'y arrive. 75, je pense. Ouais, et qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit la chose suivante. Éric Duhem, toutefois sans député à l'Assemblée nationale et sans crise sanitaire pour nourrir son discours anti-système, Éric Duhem a moins d'influence qu'avant. C'est qui les ramène toujours, la pandémie, puis la crise sanitaire, puis tout ça? Moi, je veux bien qu'on fasse cette reproche-là, mais c'est eux qui parlent que de ça aussi sans arrêt. Là. Mais en même temps, la pandémie a été un événement c'est normal d'en parler. Qui marque un avant et un après. C'est pas banal. Moi, je pense vraiment qu'on est entré dans un nouveau paradigme avec ça. C'est une thèse intellectuelle. Ben oui, c'est une thèse qui se défend. Là, mon dernier livre se finit. La dernière phrase de mon dernier livre, Un Québécois à Mexico, c'est « Nous sommes entrés dans un nouveau paradigme. » Point. L'épilogue finit là-dessus et je le crois. Là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un avant-pandémie, un après-pandémie. Je ne dis pas que, comme il y a eu, je ne veux pas faire des parallèles trop osés, mais ça a rebrassé les cartes beaucoup. Comme le 11 septembre. Les frontières entre les régimes autoritaires et non autoritaires étaient beaucoup plus poreuses qu'on le pensait. Excusez-moi, vous êtes citoyen russe, vous rentrez en Russie, vous ressortez, et vous pouvez sortir de Russie et de rentrer en Russie autant de fois que vous voulez. La Russie est un pays en guerre en passant, qu'on dépeint chaque jour comme le pays le plus dictatorial de la planète. Je ne dis pas que ce soit un pays parfait, mais comprenez-vous bien que durant la pandémie, les citoyens canadiens non vaccinés ne pouvaient pas retourner au Canada. Ah, exactement. Puis, tu sais, quand tu regardes les dates marquantes. Là, on parle de ça à Cuba, là, c'est parce que ça a été brimé. De dire qu'on ne devrait plus en parler, là, excusez-moi, c'est une première mondiale qu'un pays, une démocratie libérale, brime le droit de circulation de ses citoyens est absolument pas normal. Ben, écoute, Jérôme, moi, je suis né en 84. Fait qu'en début des années 2000, j'ai 16 ans. Ben, moi, j'ai 3 années marquantes dans ma vie d'adulte. 2001, en septembre. 2008, crise économique majeure. 2020, crise sanitaire. Je veux dire, c'est normal. Puis si vous parlez à quelqu'un d'un peu plus vieux, il va vous sortir des dates des années 90, genre 95, référendum. Pourquoi je ne sors pas cette date-là? Ben, au référendum, j'ai 11 ans. Je n'étais pas sur le poste. Là. Mais tu sais, je veux dire, il y a des dates comme ça qui deviennent extrêmement marquantes dans l'imaginaire des gens. Puis c'est normal. C'est couvre-feu, crise d'octobre et ensuite pandémie. Moi, je ne veux pas revenir. D'abord, il n'y a pas eu de réflexion. Tant qu'il n'y aura pas une réflexion, au moins une commission, excusez-moi, il n'y a personne qui s'est penché là-dessus sérieusement. On est dans un déni. Et là, on va faire la souveraineté du Québec sans même avoir réfléchi 20 minutes sur ce qui s'est passé au Québec durant cette période-là. Écoutez, même des gens, des étrangers au Canada qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays parce que, bon, il n'y avait plus de vol d'avion, ils avaient bloqué. On a quand même, écoutez, excusez-moi, là, c'est extrêmement grave. Là, c'est de l'Union soviétique qu'on ne veut pas sortir à l'époque, là, pas du Canada. Donc, pendant un certain temps, tu n'avais même plus de vol direct vers des pays comme le Mexique parce que, bon, les touristes statales est là. Mais tu étais un travailleur mexicain, tu ne peux pas retourner dans ton pays si ta mère mourait. Là. Parce que c'est passé ça au Québec, là, au Canada. À un moment donné, dire revenez-en, mais excusez-moi, c'est parce que c'est pas à toutes les années qu'on brime des droits fondamentaux à ce niveau-là.
Donc, moi, je pense je persiste à Ouais. croire qu'il y a un avant puis un après. Puis on l'oublie, qui a parlé de ça? Écoute, il y a une juriste qui a parlé de ça dans Le Soleil ou Le Devoir. Je l'ai interviewé à l'époque. Une juriste, là. D'abord, et où la communauté juridique aussi au Québec? C'est là qu'on voit aussi au Québec qu'il n'y a pas de société civile. Il était où les avocats au Québec pour défendre l'état de droit qui est censé les faire vivre? Écoute, tu n'as eu aucun collectif d'avocats durant toute la crise qui a dit ouais, peut-être l'état de droit, finalement, aujourd'hui, est un peu malmené. On t'en trouve toujours un pour faire un recours collectif parce qu'il n'y a pas de il y a pas de gingembre dans le ginger ale. Ça, par exemple, je ne casse pas votre tête, vous allez trouver un avocat pour faire ça. C'est grave, là. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé, là. On a vu qu'il n'y avait aucune société civile. Écoute, c'était vraiment un aplatissement généralisé. On était à peu près 10 commentateurs à critiquer la pandémie pendant 2 ans. 10 commentateurs pour 8,5 millions de personnes. Imaginez que entre la différence de débat, en Israël, il y a combien de personnes? 4,5 millions à peu près? Ouais. On est 8,5 millions au Québec. Il n'y a pas l'ombre d'un débat. Imaginez le débat qu'il y a chaque jour dans la presse en Israël pour un pays qui est deux fois plus petit. C'est gênant, c'est n'importe quoi. Oui, absolument. Ils ont notre grosseur, Israël, de mémoire. Puis, ils sont 9 millions. Bon, ils sont un peu plus que nous à Israël. Oui, c'est ça, exact. Mais quand même, comparer le débat en Israël, même malgré la guerre, là, comparer le débat au Québec, vous allez voir, la différence est assez... Puis une des raisons de ne pas l'oublier, c'est que beaucoup de gens le veulent. Maintenant, on sait que c'est le déni. Là. Ben oui, mais on sait que c'est le déni. Et même, moi, je trouve que ça pousse l'indécence encore plus loin. T'sais, on en a déjà parlé, puis on pourra conclure après, là, mais pour moi, la vidéo de Pascal Bérubé où il se vante que pendant la pandémie, je suis allé prendre une bouteille de vin avec le premier ministre, il m'a appelé, il m'a dit « Veux-tu que je te signe un billet vu que tu es en retard? » Le côté très désinvolte de dire « OK, mais vous avez fait subir cette merde-là à des gens, vous leur avez envoyé un police. Puis, tu sais, 2 ans plus tard, à peine, vous en riez. C'est comme drôle. Nous autres, on respectait rien, finalement. Lui, Bérubé, c'est la troisième personnalité la plus influente au Québec, selon l'actualité? Ou non, il n'était pas dedans, je pense. Non, il n'est même pas dedans, en fait. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'ai entendu ça, puis je disais, tu sais, je ne veux pas ramener ça spécifiquement à moi, là. Mais moi, là, pendant un bout de la pandémie, qu'il y avait un couvre-feu, là, je travaillais, j'avais un emploi, je travaillais le soir. Puis le soir, là, à 9 h, c'était ma pause, OK? J'avais pas le droit de sortir de la bâtisse, sacrément. Et j'avais, tu sais, les gens pensent pas à ça. Ouais, moi, j'étais couché à 7 h, puis qu'est-ce que tu fais dehors à 9 h le soir? Il y a des gens, imaginez-vous donc, qui travaillent le soir et la nuit au Québec. Il y en a beaucoup. Là, ils aimeraient ça pouvoir, ils auraient aimé ça pouvoir aller manger, tu sais, chercher un café quelque part, aller au dépanneur. Non, tu pouvais même pas sortir du bâtiment. Et ça leur est pas passé par la tête. Mais pendant ce temps-là, eux, on se prend une petite bouteille de vin. Puis c'est pas grave. Je te signe un billet là, pour le couvre-feu, il n'y a pas de problème. Si tu te fais arrêter par la police, tu montreras ça. Signé François Legault. Soviétisme cheap. Ouais, allez voir l'article de Libromédia parce que c'est vraiment le grand scandale en Allemagne. Il y a un magazine allemand qui a obtenu à peu près plein de documents là, de l'équivalent de INSPQ, là, la cellule de crise en COVID en Allemagne, qui finalement, on parle de centaines de pages qui prouvent que les politiciens étaient informés dès le début que le virus n'était pas très dangereux et ils savaient, ça a été dit dans les procès-verbaux, que les mesures sanitaires allaient être essentiellement inutiles et qu'elles étaient politiques. Ça vient de couler en Allemagne. Là. Donc, c'est un scandale qui pourrait s'étendre, s'appliquer à d'autres pays, forcément. Donc, ils savaient. Et ça a été dit dans les conversations. Ouais, nos mesures sanitaires ne vont pas vraiment servir à grand-chose, mais... Écoute, Jérôme, moi, tu sais quoi qui me fascine? Moi, je suis un conseil d'administration présentement de baseball mineur. OK? Je te conte une anecdote. On dit on veut acheter des équipements d'arbitre pour les jeunes. Donc, moi, je suis l'impression que c'est 2 à 4 équipements d'arbitre qu'on dit. Le président me contacte et dit écoute, on peut en acheter 10. Là, j'étais là, 10, je suis pas sûr, je pense que c'est 2 à 4. Écoute, va donc dans le procès verbal validé. Valide dans le procès verbal, finalement, c'était 4 à 5. C'était ça qu'on avait dit, c'est ça qu'on avait convenu en réunion. Et on en a acheté 5. Parce que c'est ça qu'on avait convenu en réunion. On avait le procès verbal de ça. On est un fucking organisme de baseball mineur, calvaire. On a des procès-verbaux. Ouais. Le gouvernement du Québec qui a enfermé la population dans la maison,
qui nous a interdit de sortir après 9 heures, qui nous a forcé à nous mettre une guenille d'en face. Cet asti de gouvernement de marde-là n'a pas un asti de procès verbal de tout ce qui s'est passé pendant 2 ans. Ils peuvent-tu bien aller chier, sacrément? Et vous en ferez une petite capsule, Frank, tu feras Ouais, c'est bon, ça. un extrait à Yann, puis ça va être viral, cette affaire-là. Non, mais pour vrai, t'as absolument raison, là, Yann. Je veux dire, l'histoire qu'on nous a racontée, qu'il n'y avait pas d'avis de la santé publique, c'était tout verbal, puis tout ça. Voyons, vous êtes sérieux, vous autres, là? Vous avez enfermé du monde, vous avez mis du saran wrap sur des rackings du Costco, vous avez interdit aux gens d'acheter des bottes parce que c'était pas... Tout ça, il n'y a pas d'avis là-dessus, c'est que des... Non, c'est grave. C'est extrêmement grave. C'est pas, c'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, en passant, mes thèmes de prédilection avant la pandémie, c'était diversité culturelle, identité. Ouais. J'écrivais beaucoup sur le métissage en Amérique latine. Bon, ça, c'est mes dadas plus intellectuels. Là. Mais je parlais surtout de multiculturalisme. Mes livres portaient là-dessus, principalement décolonisation. Je m'enlignais pour faire un livre que je n'ai pas fait sur la décolonisation, le mouvement décolonial, le déboulonnage de statuts. Je m'intéressais à ça. Quand on déboulonne des statuts de Johnny McDonald. Le rapport aux Amérindiens. Et il est arrivé une pandémie, donc moi, j'avais pas un projet de carrière pour parler d'un virus. Ça ne m'intéressait pas les virus, ça ne m'intéressait pas la santé. Mais ça m'intéresse comme tout le monde, là, mais vous comprenez, on me posait la question, le docteur Robert Biliveau me posait la question à Oaxaca, au Mexique. Toi, les vaccins, mais moi, avant la pandémie, les vaccins, je m'en foutais complètement. Là. Vous pouviez m'en injecter 42 en une journée, je m'en foutais pas mal. C'était pas une préoccupation. Là. Je ne suis pas un puritain vaccinal non plus. Je ne suis pas grano. Je ne pense pas à ça. Là. Moi, je reçois un vaccin, moi, je ne pense pas à ça dans la vie. Là. J'ai d'autres choses à faire. Là. Donc, il y a eu une période qui nous a forcés à prendre position parce qu'on avait des convictions. Et les gens qui pensent que je fais du millage là-dessus, ben moi, je n'avais pas prévu de faire du millage là-dessus. Je n'avais pas prévu m'intéresser à des trucs pandémiques qui relèvent de la santé publique. Je faisais un doctorat à l'époque que je n'ai pas fini en sciences politiques, puis je ne m'intéressais pas aux choses pandémiques, là, puis je n'ai pas fait une thèse sur Foucault, je n'étais pas dans le biopouvoir, c'était pas du tout ça. Et que voulez-vous, est arrivé ça. Et c'est contre nous, là. Donc, ça s'est imposé à nous. Et on est obligé aujourd'hui de faire des constats qu'on fait aujourd'hui. Puis, c'est pas pour faire de l'argent. Là, c'est juste parce que c'est ça. Puis, on est intellectuellement honnête avec nous-mêmes. Point. Absolument. Écoute, ce sera le mot de la fin, peut-être avec rappeler aux gens de visiter le site web de Libre Média. Vous pouvez vous abonner pour avoir accès à tous les articles et suivre leur actualité également sur le compte X, fonctionne assez bien, donc anciennement. On a hâte que la page Facebook se rouvre, là. Ouais, j'imagine que ça va finir par. Notre élan un peu. Ça va très bien, nos affaires, mais c'est chiant. Il y avait une grosse entrée. Ouais, c'était une grosse porte d'entrée vers libremedia.com. Puis j'ai hâte que ça. Parce qu'on avait des articles numéros régulièrement. Mais je comprends. Pensez-vous que ça va rouvrir? Non, mais moi, je me doutais que un mois, ça allait être réglé, dans le sens que le gouvernement canadien plierait. Parce que justement, l'impact est net pour les autres médias aussi. Mais je veux dire, les autres médias ont l'air de s'en foutre carrément parce que ça leur a juste donné plus de subventions en bout de ligne. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Là. C'est ça qui est insultant dans cette histoire-là, c'est qu'ils subissent pas les conséquences de leurs actions niaiseuses d'avoir demandé cette loi stupide-là au gouvernement. Peut-être que Poilievre, pensez-vous qu'il y a un changement d'administration du gouvernement? Je pense que c'est comme ça que ça va se dénouer, moi, parce que nous, c'est un gros canal. Puis en tout cas, si vous voulez vous abonner, venez le faire parce que nous, on en souffre un peu quand même. Mais bon, évidemment, on poursuit notre lancée, mais c'est un canal qui est important. On avait souvent des articles, des fois même partagés à 1000 fois. Donc, ça a un peu freiné, il faut l'avouer, notre croissance en termes d'abonnement. Le compte X, le site web directement, la chaîne YouTube, le Libre Podcast qui est disponible sur pas mal toutes les plateformes. La chaîne YouTube, justement, est-ce qu'il y a un grand entretien? Ça, c'est mon feature préféré. C'est pour ça que je termine avec ça. Est-ce qu'il y a un grand entretien qui est au four présentement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? On a 3 à venir. Ben, demain, je vais à Montréal pour une journée de tournage. OK. Vendredi. Donc, j'en dis un des 3, Christian Dufour. Fait que les deux autres sont bons aussi, très bons. Mais semaine prochaine, quand même, en grand entretien avec Christian Dufour sur son livre Plus que jamais la liberté.
Ça va être Donc, bon, ça. vous avez vu Joey Obey le cite dans son dernier article à Libera Media. Donc, évidemment, Dufour que vous connaissez là, pour être un des seuls commentateurs assez courageux pour émettre des points de vue critiques sur la gestion. Ben, accepter des entrevues dans des médias de droite. Aussi. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de le voir. Ça va être une bonne entrevue. Absolument. Ben, écoute, on va rester attentif à tout ça. Sur ce, ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jérôme. Et on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Yes.